Pour les élèves de la première année sciences maths et première année sciences X, dans cette séance, on va traiter la deuxième partie du cours énergie mécanique et énergie cinétique. On est arrêté dans l'expression de l'énergie cinétique dans le cas du mouvement de rotation. Voilà, on a encore S qui est en rotation autour d'un axe fixe. Tous ces points, ils décrivent une trajectoire qui est circulaire de rayon RI. Soit S encore un déformable de masse totale petit m en mouvement de rotation autour de l'axe delta de vitesse angulaire oméga. Chaque point du solide AI de masse MI a une vitesse linéaire VI, donc elle possède une énergie cinétique. L'expression de cette énergie cinétique, c'est ECI, qui est égal à 1 sur 2 MI, la masse du point I, fois sa vitesse linéaire au carré, fois VI au carré. On sait que chaque point a une vitesse linéaire VI qui s'écrit VI est égal à RI fois oméga, avec RI le rayon de la trajectoire circulaire du point AI. Donc l'énergie cinétique du point AI, on peut l'écrire sous la forme ECI qui est égal à 1 sur 2 MI VI au carré, qui serait égal à 1 sur 2 MI. Je remplace le VI par son expression, donc VI au carré sera écrite sous la forme RI au carré oméga au carré. D'où l'énergie totale qui serait égale à la somme des énergies de chaque point, d'où l'énergie cinétique totale du solide est égale à EC, qui serait égal à la somme sigma de ECI, qui est égal à sigma de 1 sur 2 MI RI carré oméga carré. Or, le 1 sur 2 et oméga au carré sont des constantes, donc cette énergie EC elle serait égale à 1 sur 2 oméga carré sigma de MI RI au carré. Donc la grandeur sigma MI RI au carré, elle caractérise le solide. Donc la grandeur sigma MI RI au carré caractérise le solide S. Elle dépend de sa masse et de la répartition de cette masse autour de l'axe de rotation. Cette grandeur, on va l'appeler moment d'inertie du solide par rapport à l'axe delta. Sera appelé moment d'inertie du solide par rapport à l'axe delta. Son unité dans le système international, puisque la masse est en kilogrammes, le rayon en mètres, donc son unité sera le kilogramme fois mètre au carré. Donc son unité dans SI, c'est-à-dire dans le système international, est kilogramme fois mètre carré
on le note, on le représente, on le note G delta. Donc, le moment d'inertie G delta est égal à sigma de I MI RI au carré et EC, énergie cinétique, est égal à 1 sur 2 G delta fois oméga au carré. C'est ça l'expression de l'énergie cinétique. Après, on passera à la conclusion. Dans cette conclusion, on va donner tout simplement l'expression de l'énergie cinétique d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe. Donc, l'énergie cinétique d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe, delta, s'écrit EC est égal à 1 sur 2 G delta oméga au carré. Avec oméga, elle représente la vitesse angulaire. En radians par seconde. Le G delta, c'est le moment d'inertie. Le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe delta. Son unité est kilogramme fois mètre au carré. Son unité, c'est le kilogramme fois mètre au carré. On passera maintenant à quelques moments d'inertie des solides homogènes et de forme connue. Par exemple, le moment d'inertie d'une sphère, son expression est 2 sur 5 mr carré. Pour la tige, c'est l'axe de rotation passe par son extrémité, c'est 1 sur 2 mr au carré. C'est l'axe de rotation passe par son milieu. Le G delta, le moment d'inertie, est égal à 1 sur 2 ml au carré. Donc, comme vous voyez, le moment d'inertie, il dépend de la répartition de la masse par rapport à l'axe delta. Pour le cylindre, G delta est égal à 1 sur 2 mr au carré. Pour un anneau, est égal à mr carré. Et pour un disque, est égal à 1 sur 2 mr au carré. Donc, on a ici une application. Dans cette application, on a une roue de 18 kg et de 40 cm de diamètre, tourne avec la fréquence de rotation de 1500 tours par minute. La première question, c'est de calculer la vitesse linéaire. Donc, calculons la vitesse linéaire. Donc on sait que V est égal à R fois oméga. Or, dans les données, on a le diamètre, donc qui est égal à D sur 2 fois oméga. Oméga est égal à delta θ sur delta t. Or, delta θ est égal à 2pi fois n. Avec n, il représente le nombre de tours sur delta
T. Donc cela implique que V est égal à D sur 2. Je remplace le oméga par 2pi fois le nombre de tours qui est égal à 1500 tours sur delta T. Donc il a fait ce nombre de tours en 1 minute, c'est-à-dire je le convertis en secondes, c'est-à-dire sur 60 secondes. Donc c'est ça l'expression de la vitesse V. Il suffit de faire une application numérique. Pour la deuxième question, déterminer son moment d'inertie et son énergie cinétique. Donc le moment d'inertie est G delta, puisqu'on a ici une roue. La roue, elle a la forme d'un anneau. Donc son moment d'inertie sera égal à M fois R au carré. Or, le rayon est égal au demi-diamètre, c'est-à-dire est égal à la masse fois D sur 2 au carré. Par application numérique, je trouve la valeur de G delta, puis l'énergie cinétique, l'expression de l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, son expression est EC, qui est égal à 1 sur 2 G delta oméga au carré. Or, on a trouvé que la valeur de G delta est égale, elle est déjà calculée, et son expression c'est MD sur 2 au carré, fois la valeur de oméga qui est égale à delta θ sur delta t au carré, c'est-à-dire est égal à 2pi fois 1500 divisé par 60, le tout au carré. On fera l'application numérique pour trouver la valeur de EC, qui est une énergie. Son unité, c'est le joule. On passera maintenant à l'activité 4, c'est-à-dire l'énergie, la variation de l'énergie cinétique. Dans cette activité, on va faire une étude expérimentale. Voilà, on a une table à coussin d'air. Ici, on a l'autoporteur qui est mobile. Et cette table à coussin d'air, elle est inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc, on pose un autoporteur de masse petite m est égal à 732 grammes sur une table à coussin d'air inclinée d'un angle alpha est égal à 10 degrés par rapport à l'horizontale. On abandonne le mobile sans vitesse initiale et on réalise un enregistrement du mouvement rectiligne pendant des intervalles de temps égaux. Temps est égal à 60 millisecondes, c'est-à-dire je lance l'autoporteur qui est sur la table à coussin d'air qui est incliné d'un angle alpha qui est égal à 10 degrés. La trajectoire qu'il décrit, c'est une trajectoire qui est rectiligne. Et voilà, on a cet enregistrement qu'on obtient. Donc pour la première question, faites le bilan des forces qui est appliqué sur l'autoporteur. Donc cet autoporteur-là, elle est soumis à deux forces. Il sera soumis à son poids P et à la réaction de la table. Voilà, donc la première force c'est P, ou bien GP, puisque le point est appliqué au centre de masse de l'autoporteur. Donc c'est GP, le poids du mobile qui est l'autoporteur. Puis on a la réaction du plan sur le corps. Donc on aura R. Je choisis son point d'application A, donc AR.
elle représente la réaction du plan. Donc c'est la réaction normale du plan et sera perpendiculaire car les frottements sont négligeables. C'est la réaction normale du plan car les frottements sont négligeables. On passera à 1, 2, 2. Calculer la vitesse V1 du mobile au point M1. On déduire l'énergie cinétique du mobile en ce point. Donc on sait que V1, on va la trouver à partir de la relation d'encadrement que vous avez déjà vue en tronc commun. C'est-à-dire que le V1 sera égal à M0, M2 sur 2 taux. Donc qui est égal M0, M2 est égal à 1. C'est-à-dire ici on a 1 cm. Donc M0, M2 sera égal à 1 cm plus 0,5 cm. C'est-à-dire est égal à 1,5 cm sur 2 taux qui est égal à 2 fois 60 millisecondes. C'est-à-dire 60, 10 moins 3. Donc, qui est égal, si je fais la conversion du centimètre en mètre et le milliseconde en seconde, on trouve que cette valeur, elle sera égale à 0,125 mètres seconde moins 1. Pour l'énergie cinétique EC1, elle sera égale à 1 sur 2 MV1 au carré, c'est-à-dire est égal à 1 sur 2, la masse est égale à 732 grammes, je la convertis en kilogrammes, c'est-à-dire 0,732 fois la vitesse au carré, fois 0,125 au carré. Lorsque je fais l'application numérique, je trouve que cette valeur est à peu près égale à 0,206 joules, c'est-à-dire est égale à 6 millijoules. Après déterminer l'expression littérale de l'énergie cinétique du mobile au point MI en fonction de DI qui est égal à MI moins 1, MI plus 1. Voilà, donc on sait que ECI sera égal à 1 sur 2 MVI au carré. Or, VI sera égal à MI moins 1, MI plus 1, la relation d'encadrement que vous avez déjà vue, sur 2 taux. Donc, cela implique que ECI sera égal à 1 sur 2 fois la masse fois VI au carré. Donc le VI au carré, puisque le DI est égal à MI moins 1 MI plus 1, je la remplace par DI au carré sur 2 taux au carré, c'est-à-dire sur 4 taux au carré, qui est égal, donc ces valeurs-là, on peut faire l'application numérique, je peux remplacer le M et l'auto. Donc est égal à 1 sur 2, la masse est égale à 0,732 kg sur 4 autos, c'est-à-dire sur 4 fois 60 fois 10 moins 3, le tout au carré, fois le DI au carré. Si je fais cette application numérique de cette valeur-là, je trouve que cette valeur est égale à 25. Donc, je trouve enfin que ECI est égal à 25 fois DI au carré. C'est ça l'expression. C'est ça l'expression de ECI. Donc, ECI est égal à 25 fois
DI au carré. Et voilà, donc on a donné l'expression littérale de SCI en fonction de DI. On passera maintenant à la question 1, 2, 1, 2, 4. Donc, dans 1, 2, 4, déterminer l'expression du travail du poids du mobile entre les points M1 et MI. Voilà le point M1. Voilà le point MI. La distance qui les sépare, c'est DI. Et l'altitude qui existe entre M1 et MI, c'est H. Donc, si je cherche le travail en fonction de DI, le travail du poids, d'après la définition, pour aller de M1 à MI, il sera égal à plus MGH. Donc, pour trouver le H, ici, cet H, je travaille avec ce triangle rectangle. Donc, on aura sinus de alpha est égal le côté opposé qui est H sur l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, c'est DI. Donc, cela implique que H sera égal à DI fois sinus alpha. Donc, est égal à MG DI fois sinus alpha. Voilà, donc si je fais l'application numérique, on a la masse qui est égale à 0,732 kg multiplié par la valeur de la constante de la pesanteur J qui est égale à 9,8 multiplié par sinus de alpha, or alpha est égal à 10 degrés multiplié par DI. Donc en faisant cette application numérique, je trouve que cette valeur-là est égale à 1,246 DI. Donc on a donné l'expression du travail en fonction de DI. Ok, donc maintenant on passera à ce tableau-là, c'est-à-dire compléter le tableau suivant. Donc pour compléter le tableau, on a ECI. Donc on a déjà l'expression, on a déjà trouvé l'expression de ECI qui est égale, si je reviens à son expression, ECI est égal à 25 DI au carré. Est égal à 25 DI au carré. Donc pour calculer cette valeur ici, EC au point M1, je trouve que EC1 serait égal à 25 fois DI au carré, et voilà la distance DI au carré et les données. On peut la déterminer graphiquement. C'est la distance qui existe entre M0 et M2. Donc 25 DI au carré, c'est-à-dire 25 fois 0,015 au carré. Donc si je fais cette application numérique, je trouve que cette valeur, elle est égale à 5,625 millijoules, c'est-à-dire 5,625 multiplié par 10 à la puissance moins 3 joules. De la même manière, je calcule les autres valeurs. Donc pour le point M2, je trouve est égal à 15,625 millijoules. Pour 3, je trouve c'est 30,625 millijoules. Pour le M4 est égal à 50,625 millijoules. Pour le M5 est égal à 75,625 millijoules. Et pour le M6 est égal à 105,625 millijoules. Pour le travail du poids, donc le travail de P, on a trouvé que le travail de P est égal à 1,246 DI. Donc voilà, on passera pour cette
valeur, la première valeur, le DI est égal à 0, puisque le DI, c'est la distance qui sépare, voilà, le DI d'après le schéma, c'est la distance qui sépare M1 à un autre point. Au point M1 est égal à 0, c'est-à-dire au point M1, le M1 elle est confondu avec le M1, donc le DI, la distance entre ces deux points, est égal à 0. C'est pour cela qu'on a DI est égal à 0. Et c'est pour cela qu'on a le travail est égal à 0, parce que son expression est égale à 1,246 multiplié par 0, qui est la valeur du DI, donc il sera égal à 0. Donc pour calculer cette énergie, de la même manière, donc pour le premier cas, on a est égal à 0. Pour le M2, on trouve 12,46 millijoules. Pour le M3 est égal à 31,15 millijoules. Pour le M4, 56,07 millijoules. Puis pour le M5, c'est 87,22 millijoules. Puis pour le dernier point, c'est 124,6 millijoules. Donc le 1, 2, 6, il faut tracer la courbe représentant EC en fonction de W. Donc pour cela, il faut choisir une échelle. Dans l'axe des ordonnées, ici, on a EC. Dans l'axe des abscisses, on aura CW. Voilà pour cette représentation, je prends ces valeurs en millijoules et ici EC en millijoules. Donc je prends pour 1 cm pour EC est égal à 10. Donc ici on aura 10, 20, 30, 40, 50 et ainsi de suite 70, 80, 90. Pour l'axe du travail du poids, je prends pour 1 cm, il correspond à 20. Donc ici on a 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 100, 180. Donc pour faire la représentation, elle sera une droite. Donc je prends par exemple dans le cas où on a l'énergie, voilà, lorsque le travail est égal à 0, on aura l'énergie cinétique est égale à 5,6. C'est-à-dire, elle est plus proche de ce point-là. Donc on aura ce point-là. Je prends un autre point, c'est le deuxième point. Pour l'énergie cinétique est égale à 15,6. Voilà, 15,6 par exemple ici. On aura que le travail est égal à 12,46. Voilà, on a ici 10, 12, 46. Donc, ici c'est 12, 46, c'est-à-dire à peu près ici. Donc, je peux tracer la courbe qui est une droite qui est linéaire, c'est-à-dire je trace une droite je trace la droite qui sera linéaire. Voilà. On aura cette allure-là. Ok, donc c'est ça la représentation. Donc, que représente l'ordonnée à l'origine de la droite obtenue? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle représente ce point? Elle représente ce point-là, la valeur de l'énergie cinétique, lorsque le travail du poids est égal à 0. Donc, elle représente la valeur de l'énergie
cinétique de l'autoporteur lorsque son poids ne travaille pas. Lorsque son poids P ne travaille pas, c'est-à-dire lorsque le travail du poids est égal à 0. Donc, pour la question, c'est de trouver le coefficient directeur. Donc, on a ici une droite qui est linéaire. Pour trouver le coefficient directeur, il suffit de prendre deux points qui appartiennent à cette droite. Donc, d'après cette écriture, on aura, puisque la droite est affine, voilà, puisque cette droite est affine, donc son expression, ou bien son équation, sera EC est égal à K fois W de P. Avec K, c'est le coefficient directeur. Donc K est égal à delta EC sur delta W. Donc je prends deux points. Je prends deux points du tableau, c'est-à-dire je prends le point de M2 et le point de M1. Donc delta EC dans M2 sera égal à 15,625 moins 5,625 sur la valeur qu'on a dans le travail qui est égal à 12,46 moins 0. Ici, pour convertir en joule, on multiplie par 10 moins 3. De même, ici, on multiplie par 10 moins 3. Donc, je peux simplifier 10 moins 3 avec 10 moins 3. Si je fais cette application numérique, je trouve que cette valeur elle sera égale à 0,80. Elle est sans unité parce que je peux simplifier le joule avec le joule. Après, déduisez la relation entre la variation de l'énergie cinétique delta EC de l'autoporteur et la somme des travaux de force appliqués sur l'autoporteur. Donc, si je calcule les delta EC, on sait que delta EC, je prends le delta EC entre deux instants, entre l'instant 2 et l'instant 1, qui sera égal à EC2 moins EC1, c'est-à-dire la variation de l'énergie cinétique entre deux instants. Donc, d'après ce qu'on a calculé, on a EC2 est égal à 15,625. Donc, on aura 15,625 millijoules moins EC1, c'est 5,625. Le tout fois 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en joules. Donc, on trouve qu'il est égal à 10 fois 10 moins 3 joules. Pour le travail de P est égal à la somme de travail du poids. Donc, le travail de P est égal à mg, le travail de P au point M1, c'est-à-dire est égal à mgh, c'est-à-dire est égal au travail de P, il est déjà calculé, je donne sa valeur directement. Donc le travail du poids est égal à 12,46, millijoules. 12,46 fois 10 à la puissance moins 3 joules. Ici, est égal à 0,00. Voilà, c'est 0,01. Ici, 10 moins 3 est à peu près égal à 0,012. Ici, 0.
cette valeur est à peu près égale à 0,01 joule. Cette valeur aussi est à peu près égale à 0,01 joule. Donc pour la question, c'est de déduire la relation entre la variation de l'énergie, delta EC de l'autoporteur, et la somme des travaux des forces. Donc pour les travaux des forces, on a deux forces. On a le poids et la réaction sur l'autoporteur. Or, là, le mouvement se fait sans frottement. Donc W de R est égal à 0, car R elle est perpendiculaire sur le déplacement de mobile. Donc cela implique que delta EC, si je veux trouver la relation, serait égal au travail de P, delta EC pour aller de 1 à 2, ou bien d'un état initial à un état final, est égal au travail de P pour aller de l'état initial à l'état final, plus le travail de R, qui est nul, pour aller de l'état initial à l'état final. Donc c'est ça la relation qui se trouve entre la variation de l'énergie cinétique et la somme des travaux des forces. Voilà, donc on passera maintenant à la conclusion. Donc la conclusion qu'on va tirer, c'est que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces appliquées dans le cas de la translation. Donc conclusion, la variation de l'énergie cinétique delta EC d'un corps solide en mouvement de translation rectiligne, entre deux instants, T1 et T2 est égal à la somme des travaux des forces extérieures, exercées sur lui entre ces deux instants. C'est-à-dire que 1 sur 2 mv2 au carré, ou bien v final au carré, moins 1 sur 2 mv initial, c'est-à-dire v1 au carré, et est égal à la somme des travaux des forces extérieures appliquées sur le corps entre 1 et 2. Voilà donc le cas d'un solide. On va traiter le cas d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc l'expérience montre que le théorème d'énergie cinétique qui est établi pour le mouvement de translation est aussi vérifié par le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Elle s'exprime dans ce cas par la relation 1 sur 2 G delta oméga 2 au carré, c'est l'expression de
l'énergie cinétique en rotation à l'état 2, moins 1 sur 2 G delta oméga 1 au carré, qui sera égal toujours égal à sigma des travaux des forces extérieures entre l'état 1 et l'état 2, avec oméga 1 et la vitesse angulaire, la vitesse angulaire du solide à l'instant T1. À l'instant T1. Oméga 2 et sera la vitesse angulaire du solide à l'instant T2. G delta, il représente le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe delta. Donc G delta, le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe delta. Par rapport à l'axe delta. Voilà, donc on va énoncer le théorème de l'énergie cinétique dans le cas général. Donc dans le cas général, c'est en rotation ou bien translation, la variation de l'énergie cinétique entre deux instants T1 et T2 est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées entre ces deux instants. Donc dans un repère galiléen, la variation de l'énergie cinétique, delta EC d'un corps, solide, indéformable, en translation ou en rotation, autour d'un axe fixe, delta, entre deux instants T1 et T2 est égal à la somme algébrique, c'est-à-dire cette somme, ça peut être positif ou bien négatif, est égal à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures, exercées sur lui, entre ces deux instants. On écrit
delta EC, qui résulte la variation de l'énergie cinétique, delta EC est égal sigma des travaux des forces extérieures. On passe maintenant à l'application 3. Une balle est lancée verticalement en chute libre vers le haut. La vitesse initiale de son centre d'inertie G a pour valeur V0 est égale à 10 mètres par seconde. G occupant alors l'origine O du repère d'espace. Quelle est la valeur de la vitesse du point G lorsqu'il atteint au point S son altitude GS? Donc on a encore qui est lancé vers le haut, voilà, sur une altitude ZS, avec une vitesse initiale VO qui est égale à 10 mètres par seconde. Donc pour la première question, quelle est la valeur de la vitesse du G lorsqu'il atteint le point S? Donc lorsque j'ai atteint son altitude maximale, lorsque j'ai atteint son altitude maximale, sa vitesse s'annule. Sa vitesse devient nulle. Sa vitesse s'annule. Et le vecteur vitesse change de sens. Et le vecteur vitesse change de sens. Entre S et O, on peut écrire que 1 sur 2 mvs au carré, c'est-à-dire on va utiliser la variation de l'énergie cinétique, moins 1 sur 2 mvo au carré, la vitesse initiale, est égal au travail de la seule force qui est mise en jeu, qui est le poids P, c'est-à-dire est égal au travail du poids P pour aller de O vers S. Or, Vs est égal à 0. Vs est égal à 0 parce qu'il a l'altitude maximale. Lorsque la balle arrive à l'altitude maximale, sa vitesse, elle s'annule. Et VO est égal à 10 mètres par seconde. Donc, cela implique que moins 1 sur 2 mvo au carré est égal au travail du poids. Donc, le travail du poids est égal à moins mgh. Dans ce cas-là, l'altitude h est égale à zs d'après les données. Donc, est égal à moins mg zs. Donc, cela implique que zs sera, je peux simplifier le m avec le m. Donc, zs est égal à v0 au carré sur 2g. Si je fais une application numérique, zs est égal, donc 10 au carré, c'est 100, sur 2 fois g, c'est-à-dire 2 fois 9,8. On trouve que cette valeur est égale à 5,09 mètres. Pour la deuxième question, à quelle vitesse le centre d'inertie G repasse-t-il par la position O?
à l'issue de la chute libre. C'est-à-dire, lorsque le corps est en chute, il passe par S, sa vitesse s'annule, puis il va revenir vers O. C'est-à-dire, l'altitude du point de départ et l'altitude du point d'arrivée est la même. C'est-à-dire que le H est égal à 0. Donc, si on applique la vitesse, le théorème de l'énergie cinétique, donc en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, on aura delta EC qui est égal à 1 sur 2 VO au carré parce qu'il l'état final il se trouve au point O, moins 1 sur 2 MVO au carré parce que dans l'état initial il se trouve au point O, est égal au travail du poids P pour aller de O vers O, qui est égal à 0. Donc G, donc cela implique que G repasse en haut avec la même vitesse. Avec la même vitesse. On arrête ce cours-là ici.